Nous sommes toujours à la recherche du savoir. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous choisir pour cette émission que vous suivez chaque mercredi sur les antennes d'Afro-Web TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur cette même antenne dans cette même émission dans laquelle vous recevrez un invité de marque qui a bien accepté notre invitation à ce jour. Et la moindre chose qu'on puisse vous demander en début d'émission, c'est de nous soutenir en partageant cette émission avec les uns les autres. Vous aurez également l'opportunité de partager cette émission ou de contribuer vous aussi en appelant tout simplement le +1 319 462 89 119. Au menu également de cette émission, nous parlerons du djihadisme. Est-ce que l'armée seule peut-elle résoudre le problème du djihadiste en Afrique aujourd'hui? Nous irons également au Togo pour parler du dialogue qui se trouve à l'horizon et comment faire pour réussir le dialogue au Togo. Vous pouvez vous aussi contribuer de votre manière en appelant sur le numéro affiché à votre petit écran. Moïse Agbenyigan, c'est moi et c'est mon nom. Je serai à la présentation et à la mise en onde, à la réalisation de cette émission pour vous. Pour ce numéro de votre émission, nous recevons avec tous les honneurs le président du parti politique ANC aux États-Unis et en l'honneur de Monsieur Placide da Silva que nous recevons par du presse. Président, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Moïse Agbenyigan, merci bien de m'avoir invité et à tous nos amis qui nous écoutent, my greetings. Thank you for coming and for joining us today. Merci infiniment à vous tous qui allez suivre également cette émission, connaisseurs que vous êtes. Nous abordons donc la première thématique de ce jour. Malgré les efforts fournis par nos États, nous constatons avec amertume l'avancée des djihadistes dans nos pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Au moins 15 soldats, quand on prend le cas du Mali, 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués dans 3 attaques coordonnées attribuées à des terroristes, ce qui porte à 11 leur nombre en moins d'une semaine. Nos gouvernants peuvent-ils encore contrecarrer les djihadistes? Comment pouvons-nous les aider et quelle partition pouvons-nous en tant que société civile pouvons-nous jouer pour mettre fin à ce drame qui gangrène l'Afrique? Ce sera la première thématique que nous allons aborder au cours de cette émission. La première question, Monsieur Placide da Silva, quelle lecture faites-vous du djihadisme aujourd'hui en Afrique? Merci bien. Le problème du djihadisme en Afrique, moi je vais le voir d'un autre aspect. D'abord, il faut se dire qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce problème-là. Regardez un peu autour de vous, dans tous les pays du monde, ce qui se passe, où il y a des djihadistes, des rebelles, ceci, cela. Nous avons pensé plutôt pendant longtemps il suffit d'envoyer des militaires pour tirer dessus et puis le problème sera résolu. Non, le problème du djihadisme en Afrique n'a pas de solution militaire. Il faut d'abord faisons un pas en arrière pour voir ce que nous appelons djihadiste. Le djihadiste, communément qu'on le dit, n'est ni plus ni moins que le contemporain, le citoyen ou bien notre concitoyen, notre compatriote qui, du même pays, qui se met de côté parce qu'il n'a pas pu se faire entendre, il ne fait pas partie de la gestion du pays et il ne participe pas à la distribution des biens que le pays a et il se crée un groupe à part et se met à l'écart. Et la plupart du temps, ces djihadistes vivent dans des régions assez désertiques ou bien où il n'y a pas grand-chose. Alors, mais nous savons que dans ces régions, la plupart du temps, il y a des minerais en quantité qui sont dans ces régions.
Donc le camarade, le concitoyen ou le compatriote se met de côté, il devient un opposant avec son groupe, ils se mettent de côté, ils sont mécontents, ils sont devenus les opposants du régime existant, ou bien du gouvernement. Et qu'est-ce qui se passe? Le blanc, voyant que ces gens sont mécontents, le blanc les approche et le blanc lui propose des armes pour gagner sa bataille. Et le blanc sait très bien que si ce mécontent vient au pouvoir un jour, le blanc aura sa place. Alors, ce vendeur d'armes qui va contacter ce mécontent, lui propose des armes. Et si le frère n'a pas d'armes, on lui fait un prêt pour acheter des armes. Donc, il est armé et on lui donne des conseils comme de la même façon que nos officiers militaires sont entraînés dans les écoles de guerre. On lui donne les mêmes choses et de l'autre côté, le même blanc qui a vendu des armes à ce mécontent va de l'autre côté, il vend les mêmes armes au gouvernement, à l'armée, il vend les mêmes techniques, il est conseillé des deux côtés. Alors, les deux, comme maintenant, se battent et le djihadiste qui est dans son coin, il faut le dire que ce djihadiste, il est souvent dans les régions désertiques ou dans des régions qui ont des ressources minières. Il ne fait pas partie de la gestion ou bien de la distribution, il ne bénéficie en rien de ces choses-là. Donc, il est devenu quelqu'un d'aigri. Alors, ce bonhomme-là, il n'a pas une banque ou bien un distributeur automatique de sous dans le désert où il va tirer ses sous pour acheter les armes. C'est le même blanc qui va l'approcher, qui lui donne des armes. Et vous savez combien coûtent ces armes-là? Aujourd'hui, le Kalachnikov ou les AK-47 sont aux environs de $500 l'unité. Et aujourd'hui, même, ils ont des AR-15. Des AR-15 coûtent presque $1000 l'unité. Ils ont des lances. Et donc, tout ça, il faut bien se dire que ce n'est pas eux qui ont payé ces choses-là, qui n'ont pas les moyens d'acheter ces choses-là. Donc, celui qui leur fournit ces armes devient le conseiller et tout, et tout, et tout. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce conseiller-là, il conseille aussi de l'autre côté. Il vend des armes aussi de l'autre côté. Et comme vous le savez, les écoles de guerre enseignent exactement la même chose. Tout le monde fait la même chose. Aujourd'hui, c'est le djihadiste qui va dans le village de l'autre, tuer tous les gens, tirer dessus, et il s'en sort. Le lendemain, c'est l'armée qui va dans l'autre côté, qui va tuer les gens et sortir. C'est exactement les mêmes techniques que les deux font. Mais qu'est-ce qui se passe? Et entre-temps, il y a les populations qui vivent dans ces régions-là, qui sont devenues des victimes, et les victimes d'une situation. Et c'est ces gens-là, cette population qui deviennent des migrants, qui commencent à se déplacer pour aller vers d'autres régions, pour se réfugier. Ils deviennent des réfugiés, on les voit à la télé, le monde entier les voit à la télé, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont rien à vivre, ils sont affamés et tout, et tout, et tout. Vous voyez, moi je vois cette histoire de djihadisme comme une manifestation notoire de l'incapacité de nos gouvernements. Est-ce que la responsabilité revient toujours aux gouvernants? Est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité en tant que société civile, nous aussi? Même si on sait que le gouvernement, son rôle, c'est de protéger la population civile. Mais vous savez, dans tous les pays du monde, le gouvernement prend la responsabilité de gérer la gestion du pays. Bon, et s'il y a un échec du fait que les deux n'arrivent pas à s'entendre, et s'il y a un échec, notre responsabilité à nous en tant que société civile, c'est d'aider à cette réconciliation-là,
ce dialogue entre ces deux parties pour que au moins celui qui s'est écarté, qui vit dans le désert, qui de temps en temps la nuit va faire ses raids, aussi ait une part dans la gestion du pays, aussi une part dans la distribution des biens de ce pays. Vous savez, par exemple, ce qui se passe dans le Sahel, dans la région du Niger, tout ça. Et c'est la région qui a énormément de ressources minières. On parle de l'uranium. Vous savez combien coûte la tonne d'uranium? Vous voyez, ces gens-là, ils n'ont aucune part à ces choses-là. Et donc, aujourd'hui même, ils ont des camions. C'est toujours, toujours ce blanc-là qui lui fournit tout. Le même blanc qui fournit tout à l'armée. Alors, en tant que société civile, nous pouvons aider à rapprocher ces deux-là, qui sont des compatriotes d'un même pays. Quand vous parlez de blanc, vous voulez faire référence aux colonisateurs, vous voulez faire référence par exemple à la France ou à tous les pays colonisateurs? Quand je parle de blanc, essentiellement, dans notre cas, je parle de la France. Et vous avez vu les vidéos qui ont circulé, où on voit sur la vidéo le même bonhomme qui vend les armes, on le voit avec les djihadistes, le même bonhomme, on le voit avec le gouvernement français pendant ces réunions, et le même, on le voit en Afrique avec les gouvernements africains. Vous voyez, ce problème-là n'aura pas de solution militaire. Vous savez, s'il y avait une possibilité de faire des solutions militaires, on l'aurait fait déjà. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël a toutes les armes du monde, y compris la bombe atomique. Le problème palestinien est toujours là. Vous allez au Yémen, c'est la même chose. Vous savez ce qui s'est passé dans le nord de l'Ouganda pendant longtemps, et au Nigeria maintenant avec le Boko Haram, tout ça. Il n'y a pas de solution militaire. Il faudra qu'on arrive à faire asseoir ces deux parties pour qu'il y ait une discussion, que cette discussion amène au moins à la participation de ce groupe aussi dans la gestion du pays. Tant qu'il n'y aura pas ça, penser que les militaires peuvent aller gagner, c'est faux. Il n'y aura pas. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un seul succès militaire. Regardez au Nigeria, ils ont la plus forte armée, je pense, comme on le dit souvent, de l'Afrique. Et pourtant, le Boko Haram truc existe, toujours continue d'exister. Alors, il faudra, à mon avis, que les gouvernements africains reprennent, changent un peu de technique, qu'ils se disent que ce mécontent, il fait partie du pays, il a droit à quelque chose dans le pays. Comment faire pour l'approcher? Comment faire pour lui parler et mettre de côté le colon qui voudrait qu'on soit en bataille constamment et que le colon, comment écarter un peu, éloigner le colon pendant un certain temps et mettre nos deux frères en contact pour pouvoir parler, discuter et pouvoir mettre fin à la souffrance des populations de la région. Vous voyez? Il faut absolument... J'ai entendu des gens dire dans votre émission la dernière fois, les gens qui disaient qu'il faut que le Burkina envoie son armée. Nous aussi, nous avons notre armée, on va les écraser. C'est de l'enfantillage, ça. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Il n'y aura pas de solution militaire. Donc, vous proposez de votre part les assises pour contrecarrer les djihadistes, alors que d'autres proposent également, comme vous venez de le dire, la solidarité entre les armées pour pouvoir contrecarrer les djihadistes, surtout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Est-ce que ces assises dont vous nous parlez peuvent véritablement résoudre le problème, puisqu'il s'agit aujourd'hui des pertes des vies humaines? Exactement. Exactement. Il s'agit de perte de vie humaine et il s'agit de développer ces régions-là. Il s'agit de leur apporter à manger. Il s'agit de leur apporter quelque chose. Que eux aussi se sentent partie de ce pays, qui se sentent privilégiés eux aussi, qui se sentent bénéficiaires des biens de ce pays. Vous voyez? Mais rassembler toutes les armées du monde. Vous savez, c'est bien, le militaire a comme tout un chacun sa part
sa place dans la nation, comme on le dit, sous le soleil. Mais il faudra éviter de faire de l'armée la solution qu'on a. Mais combien ça nous coûte cette armée-là? Combien ça nous... Je vous ai parlé tout à l'heure du prix d'un Kalachnikov et des AR-15. Je lisais récemment un article qui disait que les armées africaines maintenant ont des bataillons de drones qui s'occupent des drones. Vous savez combien ça coûte ces choses-là? Et Non. comparé à ce que nous pouvons faire avec nos moyens, il faudra maintenant qu'on fasse du self-help, qu'on se développe soi-même. C'est l'une des composantes de la philosophie de Sylvanus Olympio. Il faudra faire du self-help. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, mais nous perdons du temps, nous marquons le pas avec cette histoire d'armée, alors que vous regardez dans certains pays, ils ont des armées incroyables. Et pourtant, le pays n'a pas à manger. Vous savez, quand le problème de l'être humain est résolu, tout suit. Mais quand ce n'est pas résolu, rien ne marche. Moi, je vois toujours le problème de la guerre ne fait pas de gagnants. La guerre ne fait que des victimes. Les populations dans ces régions-là, ces gens, ils n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, avec une quelconque guerre. Ils ne savent même pas pourquoi on se bat. Et pourtant, ce sont les victimes. Et nous perdons du temps à avoir cette philosophie de victime qui dit que, il faut que l'armée aille là-bas, les écraser. Il faut que nous avons une armée forte, une armée qui va les écraser. Pourquoi? Est-ce qu'il y a déjà un exemple? Suivons un peu les choses, la géopolitique, ce qui se passe dans le monde. Le vendeur d'armes nous vendra toujours des armes. Et ce vendeur d'armes a intérêt à ce que nous soyons divisés. Une arme, même quand on n'a pas les moyens, le vendeur d'armes nous prête de l'argent pour acheter ces armes-là. Et les gouvernements font une gymnastique pour détourner les fonds qui doivent être utilisés pour le développement. Ils font une gymnastique pour utiliser ces fonds-là pour équiper l'armée. L'armée, je ne dis pas que l'armée est mauvaise, elle a sa place comme tout un chacun sous le soleil. Mais quel est son rôle? Est-ce que dans les écoles de guerre, on leur apprend à négocier, à faire à résoudre des problèmes humains, ou bien on leur apprend à tuer? Et donc, ma solution est la suivante. Il faut qu'il y ait un consensus qui se fasse. Il faut qu'on s'asseye pour discuter des griefs de l'autre. Vous savez, tant qu'il y a une victime et qu'on ne donne pas à la victime le droit de s'exprimer, d'exprimer sa douleur, il n'y aura pas de réconciliation. Donc, président, vous êtes en train de dire qu'on doit donner l'opportunité aux djihadistes d'exprimer leur douleur? Absolument. Parce que qui c'est ce djihadiste-là? Je répète, ce djihadiste, c'est un compatriote. C'est un compatriote. C'est le compatriote avec qui on n'a pas pu s'entendre. On n'a pas pu s'entendre, qui est devenu opposant, opposant est devenu rebelle, rebelle est devenu... Vous savez, les Européens aiment ces choses-là. Ils savent nos faiblesses. Quand on va les voir, il y a des rebelles, il y a des communistes, et tout le monde utilise ces choses-là. Vous voyez, nous devons changer fondamentalement nos façons de voir les choses. L'armée peut rester, fera son travail comme dans tout corps de la société civile, mais il faut que les deux parties, ceux-là on les appelle djihadistes parce que la plupart du temps, ce sont des musulmans. Et quand certains qui ne sont pas musulmans, on les appelle rebelles. Vous voyez, regardez un peu à travers le monde. Nous marquons le pas continuellement avec cette histoire-là. Le Moyen-Orient est un exemple typique. Nous avons vu au nord de l'Ouganda la même chose. Pendant des années, c'est ce groupe-là qui a pendant des années, finalement, il a fallu
que les choses changent, que ces deux groupes arrivent à s'asseoir. Malgré que vous nous parlez d'assises, président, il y a également le rôle, et dans la société civile, on a la classe de l'opposition. Aujourd'hui, quand on prend le cas d'espèce de l'Afrique de l'Ouest, malgré on ne voit pas les opposants se manifester. Quelle est la responsabilité qui revient à la classe politique de l'opposition et quelle est la partie que l'opposition peut jouer dans cette solution, si vous permettez de le dire ainsi, pour pouvoir trouver une solution idoine plus rapide à ce problème? Mais vous savez, en Afrique, c'est le gouvernement qui dit tout. C'est comme ça que nous travaillons en Afrique. C'est le gouvernement qui dit tout, c'est le gouvernement qui fait tout, c'est le gouvernement qui décide de tout. L'opposant, on lui donne la rue pour aller protester de temps en temps, les crier. Et quand il crie de trop, on le met en prison. C'est comme ça le problème de l'opposant de la vie politique en Afrique. Mais je souhaite que les dirigeants africains comprennent un peu différemment le problème. Que les dirigeants africains savent qu'ils doivent avoir un minimum de consensus pour gérer un pays. Vous voyez, il faut qu'il y ait un minimum de consensus, qu'on s'asseye. Parce que, après tout ce que nous perdons du temps à faire, c'est au dépend du développement de nos pays. Vous voyez, on nous présente toujours comme des gens qui ont besoin d'aide. On nous présente toujours comme des gens qui n'arrivent pas à gérer quoi que ce soit. On nous présente toujours comme des gens qui sont constamment en guerre. Et celui qui nous donne des armes, qui nous vend ses armes, il fait de bonnes affaires. Vous voyez, les choses doivent jusqu'à un certain point changer. C'est ça que mais moi, je veux encourager les présidents à trouver une autre solution. Nous avons un département comme un ministère des Affaires étrangères. C'est leur rôle. Ils travaillent en sourdine, ils font des choses derrière la scène des contacts diplomatiques. Il faut qu'il y ait ce genre de démarche-là pour qu'on arrive. Vous voyez, comme ça s'est fait un peu au Soudan. Il a fallu une petite démarche de ce genre-là pour au moins diminuer la violence au Soudan. Et pendant tout ce temps, qui perd? C'est les populations. Et c'est nous qui perdons. Les populations sont victimes. Ces populations peuvent en faire des richesses. Vous voyez? Justement que ce sont ces populations qui votent également aux opposants lorsqu'il y a les élections. Et c'est maintenant la responsabilité revient quelquefois aux opposants ou aux partis politiques de l'opposition d'aider les gouvernants ou soit de faire des propositions comme vous êtes en train de le faire. Est-ce que de votre part, l'ANC a fait quelque chose du côté du Togo à proposer au moins des solutions aux gouvernants pour qu'on puisse contrecarrer au moins les djihadistes, vu qu'on y en a déjà au Togo des pertes de humaines dans ce sens-là? Mais vous savez, au Togo, l'ANC a toujours fait des propositions depuis des siècles. Enfin, peut-être pas des siècles, mais l'ANC a toujours fait des propositions. Mais la question qui se pose, c'est que, est-ce que quand nous nous asseyons pour discuter, est-ce que ce que moi j'apporte, vous êtes prêts au moins à écouter ce que j'apporte, à voir quelque chose de bien dans ce que j'apporte, ou vous venez tout juste à la réunion pour me dire je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus. Il faut cela. Parce que les pays, constamment, nous allons maintenant de plus en plus en arrière. Les problèmes deviennent de plus en plus difficiles à corriger. Le problème de la santé publique de nos populations, le problème de trouver du travail à nos jeunes frères et sœurs. Il est vrai que l'opposition aussi doit apporter sa part à la résolution des problèmes du pays. Mais est-ce que quand nous apportons notre part, est-ce qu'il y a au moins une oreille attentive pour écouter? Est-ce qu'un jour, on nous dira, ah voilà, ce que vous avez apporté, ok, nous allons essayer ça, nous allons essayer ceci, nous allons essayer cela, nous allons essayer. Au moins, il faut qu'on se parle. Quand on ne se parle pas, c'est du cinéma. Le reste, quand on parle du dialogue, vous savez comme le dialogue, on a fait déjà au Togo, des quantités. Depuis 1963, on a fait des quantités de dialogue. Quel est le résultat aujourd'hui? Zéro. Parce que chaque parti vient
avec son Kalachnikov, je le mets sur la table, tu m'écoutes ou bien j'utilise mon Kalachnikov, et l'autre aussi dit tu m'écoutes bien, vous voyez. Et puis il ne faudrait pas que ce soit du cinéma. Il ne faudrait pas que ce soit du cinéma. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté de la part. C'est au gouvernement que revient la plus grande responsabilité. Vous voyez, dans les conflits au Moyen-Orient, on s'est tous rendu compte que ce n'est pas dans les camps de concentration qu'on va aller demander aux réfugiés de venir euh, donner une solution. Il faut que quelqu'un qui a une position beaucoup plus importante fasse le premier pas vers. Il faut écouter la victime. C'est vrai qu'on parlera de dialogue dans la deuxième partie de cette émission, mais aujourd'hui, même si... Est-ce que vous considérez comme si l'opposition n'est pas écoutée par le gouvernement ou c'est le gouvernement qui ne donne pas l'opportunité à l'opposition de l'approcher pour faire des propositions, puisqu'aujourd'hui, même dans des gouvernements africains, on constate qu'il y a des opposants dans des gouvernements, et puis il y a des propositions qui sont prises en compte. Absolument. Mais écoutez, quand on parle de dialogue, dans mon domaine technique, nous parlons de result oriented, ce que nous faisons. Vous voyez? Bon, si parce que les populations ne sont pas bêtes. Hein. Si le gouvernement les populations se rendent compte que le gouvernement fait un effort vers nous pour aider, pour discuter, pour faire une réconciliation, quelque chose, et que c'est l'opposant qui s'oppose à tout, les populations ne sont pas bêtes. Les populations vont comprendre. Vous voyez? Et il y a, of course, il y a des gouvernements, dans les pays africains, il y a des gouvernements qu'on appelle des gouvernements de coalition. Vous avez cette formule de gouvernement de coalition que nous avons en Afrique, souvent, c'est de la bêtise. C'est des choses qui n'ont jamais réussi. Il faudra revoir notre façon de penser à la démocratie. Que le gouvernement qui soit en place fasse son travail et que quand il y a des élections, si ce gouvernement perd, ça fait rien. Un autre vient, il vient faire et il fait son travail aussi. Et s'il n'arrive pas à faire le travail, à la prochaine élection, celui-là aussi sera évacué. Mais si nous restons dans un cercle vicieux où on ne marche même pas, on ne fait rien, parce que nous sommes là, je dois imposer quelque chose. Et regardez ce qui s'est passé avec cette histoire de l'adressage des rues à Lomé. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Dans toutes les communes du monde, j'ai voyagé dans beaucoup de pays du monde, nous savons tous que c'est les mairies et les communes qui donnent des noms aux rues. Le gouvernement, aux États-Unis, par exemple, vous n'allez pas voir Biden décider de donner le nom à une quelconque rue dans Los Angeles. Non. Et ça, c'est des choses secondaires au travail d'un gouvernement. C'est des petites choses, on dit petty cash. Nothing dans ce que nous avons besoin. Laissez les gens qui sont dans ces domaines-là faire des choses pour que les populations avancent. Mais si nous refusons cela, si un ministre dit non, le ministre n'est pas un élu du peuple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille pour le président et le président lui donne des ordres. Mais, et on devient, et du coup, on change les lois, tout ça, et puis on rend la monnaie à l'autre parce qu'il a pas dit. Il est vrai que il y a toujours une façon de parler. Peut-être que des fois la façon d'avancer l'idée n'est pas la bonne. Ça, c'est un problème humain qu'on peut résoudre. Mais les gouvernements africains se s'entêtent dans des situations où ils veulent gouverner seuls, sans partage. Quand je dis partage, je ne dis pas de faire un gouvernement de coalition, hein, parce que cette histoire de gouvernement de coalition n'a jamais marché quelque part. Vous voyez, quand Biden a gagné les élections ici, personne ne lui a demandé de prendre Trump comme ministre pour former un gouvernement de coalition. Vous voyez, ça c'est de la bêtise.
Il faut que nous soyons des responsables. Et en plus de ça, le problème que je vois la plupart du temps, c'est le problème des institutions. Pour qu'il y ait une démocratie, un semblant de démocratie qui fonctionne, il faut que nos institutions soient fortes. Il faut que nos institutions soient fortes et peuvent gérer les problèmes. Vous voyez, on parle des élections. Il y a la CENI. Bon, il faut que cette CENI soit une institution forte, une institution bien respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut certaines conditions. Vous voyez, moi, je veux rester au pouvoir, je veux rester au pouvoir, je veux rester au pouvoir. Pendant combien de temps je vais le faire? Mais Monsieur le président, ministre. est-ce que le fait pour un président de faire plusieurs mandats ou de rester longtemps au pouvoir peut causer aussi cette attaque djihadiste ou soit ce problème de terrorisme, ou soit c'est le président qui n'est pas un bon négociateur, ou carrément c'est le peuple qui n'aide pas l'armée aussi à faire son job. En matière de communication, par exemple, on peut communiquer avec l'armée, on peut aider l'armée à contrecarrer également les djihadistes aujourd'hui en matière de terrorisme. Moi, je refuse catégoriquement cette idée de dire l'armée, il faut aider l'armée. Les militaires travaillent sous les ordres de quelqu'un qui les envoie. Bon, le président ou bien le gouvernement en place décide de ce qu'il faut faire et on les envoie. Mais c'est au gouvernement qui est en place de voir est-ce que ce que nous faisons, mais qu'est-ce qui les empêche? Vous savez, dans tous les pays du monde, il y a des consultations qui se font toujours derrière la scène, entre opposants, gouvernement et opposants. Mais des choses qui, après un certain moment, aboutissent à un résultat. Vous voyez? Et nous mettre, et dire à la population, maintenant, on va se mettre du côté de l'armée. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'armée? Des renseignements que le djihadiste est caché dans ce village, il faut aller le tuer. En allant le tuer, qui la plupart du temps a des chances d'être tué? C'est le civil, l'innocent paysan qui va être tué. Donc, la mentalité qui doit exister, c'est que le gouvernement est responsable d'une certaine situation. Comment faire pour faire évoluer cette situation? Et aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle de mettre, quand on a un problème humain, d'avoir deux personnes, vous savez, quand on parle de réconciliation, on a parlé de ça au Togo pendant des années. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? C'est devenu des décrets. Aujourd'hui, il y a devant sort un décret. Il y aura réconciliation en telle famille. Demain, il y a un autre décret. Il y a la journée de la réconciliation. On va défiler. Vous savez, c'est pas ça qu'il faut. Il faut écouter la victime. Vous avez tous entendu parler de la mission de réconciliation qu'il y a eu en Afrique du Sud avec Monseigneur Desmond Tutu. Voilà un exemple, et voilà un succès. Actuellement, en fait, c'est pratiquement le seul succès que nous connaissons en Afrique. Parce que Chers la amis population, téléspectateurs, merci d'être avec nous. Je vais couper un peu plus le président et dire à tous les téléspectateurs qui veulent bien donc participer à cette émission que vous pouvez donc dès à présent nous appeler si vous voulez sur le plus 1 319 562 89 119, numéro disponible par appel WhatsApp également ou appel direct et participer à votre avis de la diaspora. Et notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Placide Da Silva, président de l'ANC aux États-Unis. Et aujourd'hui, on parle de terrorisme pour cette première partie en corrélation avec la réconciliation. Comment est-ce que nous pouvons jouer chacun notre partition pour éviter les pertes de vies humaines en Afrique. Alors, président, aujourd'hui, quelle est la solution au lieu de faire des assises? Si les assises ne marchaient pas, quelle est la solution que vous pouvez proposer à tous les téléspectateurs ou aux gouvernants qui nous regardent en ce moment? la première question est la suivante. Pourquoi les assises ne marchent pas? Je pense qu'on en C'est la parlera en première deuxième partie, c'est pourquoi je ne l'ai pas encore posé. Voilà, c'est la première question. Vous savez, ici, il y a possibilité de faire un problème humain, de le résoudre, quelque part, il y a toujours possibilité. Je vous donne l'exemple de l'Afrique du Sud avec Desmond Tutu.
Et pourquoi ça? Et même l'exemple du Rwanda, après le génocide, on a donné aux victimes du génocide la possibilité de venir s'exprimer, de dire ce qui ne va pas. Et après, et celui qui a le criminel aussi parle après et les choses commencent à évoluer. Vous voyez, mais quand vous allez maintenant au Rwanda, le président Kagame, que vous soyez d'accord pas avec lui, il a réussi à créer cette réunion encore. Vous voyez, c'est ça qui nous manque en Afrique, parce que nous avons des conseillers qui nous disent que c'est toi qui dois gagner, et si tu ne gagnes pas, et puis la plupart du temps, ces conseillers-là, c'est des gens qui ont fait tellement de mal dans leur vie qu'ils ont peur que si jamais le régime change, ils savent ce qui va leur arriver. Mais, je le dis et je le répète, l'assise peut marcher si nous venons tous avec l'esprit bien clair que moi j'apporterai quelque chose. L'autre partie va écouter entièrement, s'asseoir et écouter ce que je dis. Et je vais écouter aussi ce que l'autre partie dit. Mais si c'est du cinéma où d'office, on impose quelque chose, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il faudrait d'abord, avant de faire l'assise, qu'il y ait des consultations derrière la scène, qu'on se demande qu'est-ce que nous voulons obtenir. Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Qu'est-ce que nous pensons qui peut être le résultat? Comment définir le succès, le mot succès dans ce cadre-là? Vous voyez, moi je suis, pendant longtemps, je travaillais comme chef de projet. Quand on s'assoit la première fois, on se pose la question, comment définir le mot succès à la fin de ce projet? Qu'est-ce qui va être le succès? Alors, pendant un certain temps, pendant qu'on fait la préparation, tout ça, il faut qu'il y ait une certaine démarche, peut-être discrètement. On n'a pas besoin de faire quelque chose et le lendemain sur toutes les radios du monde, ceci, cela. Comment est-ce que nous allons nous asseoir? Bon, qu'est-ce qu'on va se dire? De quoi nous voulons parler? Est-ce que nous voulons parler d'un minimum de consensus? Est-ce que nous voulons à la fin de ce travail créer un minimum de consensus? C'est-à-dire que est-ce qu'à la fin de ce consensus, de cette réunion, par exemple, je pourrais prendre le téléphone et appeler le ministre des Affaires étrangères et lui dire voilà ce que je propose sur telle chose? Est-ce que je pourrais appeler le ministre de la Santé et lui dire voilà, j'ai un projet, est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Est-ce que c'est possible? Si ces petites démarches-là ne sont pas mises en place, aller directement sur les grandes scènes et faire venir un président de l'extérieur ou bien faire venir les Nations Unies, tout ça, c'est du cinéma. Ça n'avancera à rien. Vous avez vu comment la guerre du Vietnam s'est terminée. Il y a eu pendant des années des négociations secrètes derrière la scène. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan. Alors, nous savons tout ce qu'il faut faire. Et puis, les conflits personnels. Ah, il faut descendre ce bonhomme-là. Parce que si jamais on ne le descend pas, il va devenir président un jour et il va me rendre la monnaie. Toutes ces petites choses-là doivent sortir pour qu'il y ait une assise. Vous voulez vous asseoir avec le président Fabre? Dites-lui d'avance comment est-ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire. Et vous voulez s'asseoir avec le président Niasse. Dites-lui qu'il y a une petite... Vous savez, nous avons des quantités de diplomates. Et la grande question qui se pose, que font ces diplomates pour solutionner le problème qui est le problème du terrorisme en Afrique? Absolument rien. Absolument rien. Ils vont tous acheter des armes. Ils sont convaincus qu'il faut acheter des armes. Ils vont tous, même quand on n'a pas les sous, ils vont chercher des prêts pour acheter ces armes-là. On fait venir les armes et qu'on donne aux militaires. Et qu'est-ce que le militaire va faire son travail? Vous voyez? C'est ça, la façon de penser doit changer un peu dans notre démarche. Nous voyons toujours que ce que nous sommes en train de faire n'arrive pas. Et nous continuons dans cette voie-là. Hein? Et nous continuons de défoncer des portes ouvertes. Vous savez, c'est ça mon problème. Il
faut d'abord des gens qui doivent travailler derrière la scène. Il faut que ce soit des gens conscients. Ici, par exemple, aux États-Unis, quand on met des gens dans ce secret-là, des diplomates-là, c'est des gens qui prêtent serment que ce que je vais faire, c'est pour telle chose. Ce que je vais faire, c'est pour telle chose. C'est pour le bien. Je vais faire ceci, cela, je vais faire ceci, cela. Si nos diplomates faisaient quelque chose similaire, peut-être que... Mais vous savez, s'ils peuvent faire quelque chose, pendant un certain temps, nous allons négocier derrière la scène. Voir ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas. Bon, comment est-ce qu'il faut avancer? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Rien de cette démarche préalable n'est faite quelque part. Et on s'assoit du jour au lendemain, le bonhomme qui vient présenter une liste de... Où est-ce que vous allez avec ça? Vous voyez mon problème? Nous n'avançons pas, nous continuons à marquer le pas. C'est à cause de ce problème-là. S'il y a des problèmes personnels à résoudre entre certaines personnes, c'est le moment d'y parler, mais peut-être secrètement derrière la scène. On parle de l'union des opposants. Nous parlons tous, nous leur donnons des ordres. Et il faut que vous vous associez avec tel parti, tout ça. Ce sont des grands bonhommes, des adultes. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils se connaissent très bien. Qu'un opposant m'appelle, moi, Placide, pour me demander le numéro de M. Jean-Pierre Fabre, c'est quand même de la bêtise, ça. Il connaît le président Fabre très bien. Il sait comment le contacter. Pourquoi m'appeler? Alors, Président, nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission Avis de la diaspora qui concerne l'armée, les solutions que nous pouvons apporter à l'armée ou comment est-ce que nous pouvons aider l'armée à résoudre le problème du terrorisme en Afrique. J'espère que vous serez toujours avec nous pour la seconde partie, chers amis téléspectateurs. Mais bien avant de faire la pause, je vais poser la dernière question de cette première partie au président de l'ANC aux États-Unis. L'opposition que vous représentez à la diaspora et qui est l'ANC aux États-Unis, disons, quand on prend le cas d'espèce du Togo, qu'a-t-elle fait exactement, concrètement pour aider le gouvernement togolais ou le gouvernement pour contrecarrer les djihadistes? Quelle est la proposition de quelle a été la proposition de l'ANC pour contrecarrer les djihadistes, pour mettre fin à cette première partie avant de revenir sur le dialogue au Togo? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au gouvernement de faire le premier pas. Nous, dans la diaspora c'est un autre phénomène qu'il faut classer à part. Nous, dans la diaspora, nous sommes prêts à écouter, à travailler, à voir ce que le gouvernement... On nous a parlé, par exemple, de HCCTE, de quoi que ce soit là, pour la diaspora. Aucun de ces membres, ces responsables de ces groupements-là n'a essayé de nous contacter. Je parle, par exemple, en cas de l'occurrence de l'ANC. Aucun de ces gens n'a essayé de nous contacter. Et nous apprenons par comme on dit ici, des grapevines, par la voix de quelqu'un d'autre qui aura quelque chose aujourd'hui et nous allons pour... C'est pas ça nous avons des solutions à proposer, mais on nous a jamais approché. Non seulement on nous a jamais approché, ce que nous disons n'a même pas d'importance. C'est classé, c'est mis de côté automatiquement. Nous avons fait des tas de propositions pour plusieurs choses dans le passé. Qu'est-ce que c'est devenu? On nous a balayé de côté. Parce que on savait, si ça c'est quelque chose qui vient de nous autres, c'est ça le problème. Il y a une incompatibilité qui s'établit de façon qu'on ne sait même plus comment avancer. Si le gouvernement, l'ambassade ici, je donne l'exemple de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade du Togo ici, ils envoient des gens ici qui viennent pour aller rencontrer certaines associations que j'appelle plus ou moins des associations parents. Et ces associations, ils nous ignorent. On nous met de côté. Et personne n'a le courage de nous approcher pour nous dire, ah voilà, je suis du gouvernement, nous voulons faire quelque chose ici, voilà, nous voulons votre opinion sur quelque chose, est-ce que on peut se rencontrer pour discuter de quelque chose? Ça aurait été un pas géant. Mais jamais ça n'a été fait.
et toutes les propositions que nous avons faites dans le passé ont été complètement ignorées. C'est pourquoi je dis que notre proposition en tant que ANC-USA, notre proposition ne peut, nous n'allons pas sans, il faut qu'il y ait un conduit pour que notre proposition se fasse entendre. Au moins que quelqu'un nous dise, ah, nous avons vu votre proposition, voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avec cette histoire du recensement. Nous avons dit des tas de choses et nous avons même proposé qu'on pourrait aider, bien que nous soyons techniquement beaucoup plus compétents que ceux qui le font. On nous a mis de côté, on nous a jamais donné, on nous a même pas contacté, il a fallu que nous-mêmes qu'on fasse le premier pas. Et quand nous faisons le premier pas, ce premier pas est ignoré. Vous êtes un témoin, monsieur Moïse. Vous avez fait le premier pas, vous nous avez invités tous à partir, à venir. Mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, faisons le bilan de ce qu'on a dit. Merci beaucoup, Président, d'être avec nous. Monsieur Placide Da Silva, président de l'ANC aux États-Unis. Nous sommes dans votre émission Avis de la diaspora sur AfroWeb TV. Et on va faire la petite pause et revenir juste après ceci. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV.